Mesdames et messieurs, les représentants du gouvernement de Madagascar, Mesdames et messieurs, les représentants des corps diplomatiques à Madagascar, Madame la vice-consul du gouvernement princier de Monaco, Monsieur le directeur général de l'USAID, Monsieur le directeur général du syndicat des industries de Madagascar, Mesdames et messieurs, les représentants des administrations et du secteur privé, honorables invités, bonjour et bienvenue à cette cérémonie de lancement du programme MITIR. Avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de me présenter, Moulatine Razakatsar, et j'aurai le plaisir d'être votre maîtresse de cérémonie aujourd'hui. Au nom de toute l'équipe, nous vous remercions d'avoir répondu présent à cette invitation. C'est un grand plaisir de vous avoir parmi nous et d'échanger sur un sujet qui nous rassemble et qui n'est autre que l'entrepreneuriat. Alors, comment va se dérouler ce programme ? Pour commencer, on aura donc 4 parties. Pour commencer, nous entamerons directement avec la présentation du programme MITIR, avec le directeur général de Mirakap, M. Emmanuel Kotsoyanis, et la directrice du programme, Mme Kouloun Ramar-Manjay. Viendront ensuite les discours des officiels, qui seront tenus par M. le directeur général de l'USAID, M. John Dunlop, M. le directeur de cabinet, représentant le ministère de l'Environnement et du Développement durable, M. Mamtin Ndiamanzat, et le conseil technique chargé du secteur privé, représentant le ministère de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation, M. Christian Rassouamanen. Après les discours des officiels, on aura un panel de discussion sur l'environnement des affaires à Madagascar, avec le directeur général par intérim de l'Economic Development Board of Madagascar, Mme Lisniana Razavanjakout, le directeur du Bureau pour l'environnement et le développement économique de l'USAID, Mme Agathe Sector, le directeur général de Senteurs et Saveurs du Monde, Mme Laura Razanazatouv, le directeur général de Vatel Madagascar, M. Falir Ramakavil, et le panel sera animé par le directeur général de Mirakap, M. Emmanuel Kotsoyanis. Après le panel de discussion, le directeur du Bureau pour l'environnement durable et le développement économique de l'USAID Madagascar, Mme Agathe Sector, interviendra ensuite sur les mots de la fin. Enfin, cette cérémonie se terminera par un cocktail déjeunatoire. Mesdames et messieurs, je vois d'ici que l'équipe s'impatiente vraiment à vous présenter le programme. Alors, accueillons avec un torrent d'applaudissements le directeur général de Mirakap, M. Emmanuel Kotsoyanis, et la directrice du programme, Mme Kouloun Ramar-Manjay. Bonjour à tous. Mesdames, messieurs les représentants du gouvernement de Madagascar, messieurs, mesdames les représentants du corps diplomatique, monsieur le directeur général de USAID, monsieur le président du syndicat des industriels malgaches, monsieur l'ambassadeur du Royaume-Uni, mesdames et messieurs représentants des administrations et du secteur privé, honorables invités, bonjour. Moulatine a parlé de plaisir, c'est également pour moi un grand plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. En 2017, le gouvernement de Monaco et le Critical Ecosystem Partnership Fund ont initié 2 programmes atypiques avec une toute jeune société de gestion de fonds, Mirakap, qui se donnait pour mission de contribuer au développement économique et social de Madagascar à travers l'accompagnement, le financement et la promotion d'une nouvelle génération d'entrepreneurs ambitieux et responsables. C'était 2 programmes atypiques, de par des objectifs ambitieux et des moyens limités.
Le premier, d'un montant de 100 000 €, devait permettre, grâce à un financement de la coopération de Monaco, d'accompagner des petites et moyennes entreprises malgaches à travers des dispositifs d'assistance technique pour leur permettre de devenir éligibles à d'autres sources de financement pour grandir. Le deuxième, d'un montant de 120 000 $, apporté par le Critical Ecosystem Partnership Fund, devait quant à lui permettre à Miaracap d'identifier des entreprises privées à impact positif sur l'environnement, de comprendre leurs besoins et de former l'équipe de Miaracap aux enjeux environnementaux à Madagascar et au rôle que pourrait jouer le secteur privé dans les dynamiques de conservation. Ces deux programmes ont agi comme des leviers, avec des impacts considérables. En grande partie, grâce à ce financement de départ du gouvernement de Monaco, Miaracap a pu monter une équipe d'investissement, identifier des entreprises à fort potentiel et leur fournir de l'assistance technique. Ce travail nous a convaincus qu'il y avait des entrepreneurs ambitieux et que pour ces entrepreneurs ambitieux, le besoin d'une solution encore très peu développée à Madagascar, l'investissement en capital. Comme vous le savez, l'investissement en capital consiste à financer une entreprise en fonds propres, en rentrant en son capital et en partageant les risques et la rentabilité avec l'entrepreneur. C'est le mode de financement privilégié d'entreprises à fort potentiel de croissance dans les pays développés, et il monte en puissance rapidement sur le continent africain, de manière encore insuffisante ici à Madagascar. C'est grâce à cette vision de départ et aux premiers résultats obtenus sur ce programme que nous avons pu convaincre une quinzaine d'investisseurs privés, internationaux et malgaches, de passer à la vitesse supérieure. Parmi ces investisseurs, certains sont dans la salle aujourd'hui, le groupe Investisseurs et Partenaires, le groupe Axian, la Société Générale Madagascar, la BNI Madagascar, ADEFI, le groupe Bazan, ainsi que d'autres entrepreneurs, d'autres investisseurs engagés pour financer le premier fonds d'investissement à impact malagasy, Miaracap Investissement. Ce fonds a démarré en 2018 et malgré 2 ans de tempête pendant la crise Covid, il a réussi à accompagner plus d'une vingtaine d'entreprises en assistance technique et de financer une dizaine d'entreprises en capital, dans des secteurs d'activité très divers, la microfinance, l'agribusiness, l'éducation, le tourisme ou encore le digital. Miaracap Investissement, en 4 ans, a apporté des financements à hauteur de plus de 8 milliards d'ariars, soit un investissement moyen de 800 millions d'ariars, à 10 entreprises qui, en 2022, généreront 40 milliards d'ariars de revenus et emploieront près de 1000 personnes. Avec Miaracap Investissement, nous nous attachons à démontrer que le financement en capital et l'accompagnement qui va avec permet de contribuer à l'objectif de développement durable numéro 8, augmenter la croissance économique et soutenir la création d'emplois décents. Évidemment, nous et contribuer à la réduction de l'insécurité alimentaire. J'ai parlé de ce premier programme à impact social. Le deuxième, avec le Critical Ecosystem Partnership Fund, nous a quant à lui permis de confirmer que si le secteur privé pouvait et devait jouer un rôle clé dans l'indispensable effort de conservation de notre environnement qui est à la fois si riche et si menacé, il n'en avait pour autant pas les moyens. L'équipe a pu se former aux enjeux et aux impacts environnementaux réels et potentiels de nombreuses filières, comme l'écotourisme, l'apiculture, la collecte et la transformation de produits de rente, l'agro-industrie ou encore l'énergie solaire. Surtout, ce travail nous a permis de tirer les leçons qui nous amènent ici aujourd'hui. La première, c'est que le secteur privé a un rôle clé à jouer dans la maîtrise et la diminution de la pression sur l'environnement à Madagascar. L'extrême pauvreté, la faible promotion de modèles de production ou de transformation innovants ou tout simplement alternatifs à ceux qui sont généralisés en milieu rural, la difficulté d'accès au marché à valeur ajoutée, constituent à Madagascar à la fois des causes, mais également des freins au développement de l'entrepreneuriat. Le secteur privé peut apporter des réponses concrètes à ces enjeux. La deuxième leçon, c'est que le capital seul n'est pas un outil de financement adapté pour financer des entrepreneurs à fort impact dans le très long terme, dont le modèle économique est encore incertain ou qui est fortement lié à des paramètres externes, comme le foncier, les relations avec les communautés locales, les infrastructures, le climat. Lorsqu'une usine de transformation de manioc s'installe dans le sud-ouest de Madagascar,
En plus des challenges qu'elle doit relever sur son process industriel, sur la qualité de son produit, sur la gestion de ses ressources humaines ou encore sur son réseau de distribution, comme n'importe quelle entreprise. Elle doit mettre en place des structures paysannes, elle doit les accompagner dans l'amélioration de leurs pratiques, elle doit développer des systèmes d'irrigation, elle doit distribuer des semences, elle doit fournir des outils, elle doit parfois produire sa propre électricité. Autant de services d'utilité publique qui nécessitent des ressources financières additionnelles que seuls des programmes publics, qu'ils soient nationaux ou internationaux, peuvent apporter. La troisième leçon, c'est que l'investissement public, lorsqu'il est bien orienté, peut et doit faire un effet de levier sur l'investissement privé. C'est la logique du blended finance, ou encore de la finance mixte, qui consiste à diriger des investissements publics ou philanthropiques conjointement à des investissements privés vers des activités qui permettent de contribuer à l'atteinte des objectifs du développement durable et bien entendu des objectifs d'émergence de Madagascar. Dans son dernier rapport annuel, le réseau Convergence évalue à 9 milliards de dollars l'usage de la finance mixte dans le monde, ce qui est très nettement insuffisant par rapport au challenge du secteur privé et très nettement inférieur aux 160 milliards de dollars annuels d'aide publique au développement. Convergence donne des pistes pour augmenter ces financements et leurs impacts, parmi lesquels, j'en citerai 5, mettre l'appui du secteur privé au cœur de la stratégie de financement des bailleurs et des financeurs internationaux, promouvoir des environnements d'affaires locaux favorables au développement du secteur privé, professionnaliser les structures de gestion et les pratiques de ces structures en matière de gestion de financement mixte, soutenir des approches innovantes, complémentaires à celles qui sont déjà mises en œuvre par les acteurs privés habituels, et enfin faire preuve de transparence dans la nature, les montants et l'usage des financements. Ce sont ces 5 principes et les leçons apprises ces 4 dernières années qui nous ont guidés dans un intense travail avec les équipes de l'Agence des États-Unis pour le développement international, USAID, celle de Miracap et celle de 4 entreprises présentes ici, que vous découvrirez tout à l'heure, avec qui nous avons mené pendant 2 ans un travail approfondi de co-construction d'un programme de Blended Finance que nous allons vous présenter aujourd'hui. MITSIR est un programme inédit et ambitieux, d'un montant de 12,5 millions de dollars, dont 5 millions de dollars de subventions apportées par l'USAID, pour appuyer des entreprises du secteur privé dans la mise en œuvre de programmes à impact positif sur la conservation de la biodiversité et le développement des communautés locales. Et 7,5 millions, ça ne vous échappera pas, c'est plus que le montant de la subvention, qui seront apportés par ces mêmes entreprises bénéficiaires. MITSIR est donc un programme de financement mixte dont les objectifs sont de cofinancer 7 entreprises dans la mise en œuvre de projets à impact structurant et d'incuber 24 start-up dans leur démarrage d'activités innovantes à fort potentiel de passage à l'échelle. Je vais à présent laisser la parole à Kulun Ramarumanjai, la directrice de ce programme, qui vous le présentera plus en détail. Et j'adresse mes plus chaleureux remerciements à USAID, qui nous fait confiance à travers la mise en œuvre de ce programme, fondamental pour nous et fondamental, nous l'espérons, pour notre pays. Merci. Mesdames et messieurs les représentants du gouvernement de Madagascar, mesdames et messieurs les représentants du corps diplomatique, monsieur l'ambassadeur des Royaumes-Unis, monsieur le directeur général de l'USAID, monsieur le président du syndicat des industries à Madagascar, mesdames et messieurs les représentants des administrations et du secteur privé, bonjour. Je reçois avec honneur et plaisir, tout comme Emmanuel Mboulatine, le privilège de prendre la parole aujourd'hui, en commençant par vous remercier d'honorer de votre présence cette cérémonie d'ouverture et de lancement du projet MITSIR. Comme mentionné par Emmanuel, MITSIR est un projet co-créé pendant près de 18 mois avec l'Agence des États-Unis pour le développement international USAID et le Fonds d'investissement à impact Miracap, avec la contribution de plusieurs entreprises du secteur privé qui sont présentes aujourd'hui.
Il s'agit d'un programme de 12,5 millions de dollars sur 5 ans, cofinancé par USAID à hauteur de 5 millions de dollars et le secteur privé à hauteur de 7,5 millions, qui va financer et accompagner une trentaine de PME et de start-up avec un modèle économique intrinsèquement lié à la conservation de l'environnement et donc par extension au développement des communautés locales. Depuis la création de Miaracap, nous sommes convaincus de la nécessité d'allier une logique économique au sujet de conservation de l'environnement, et c'est d'ailleurs la théorie de changement de ce programme. Plus nous investirons dans des entreprises responsables et soucieuses de leur impact, plus il y aura des entreprises qui créent des revenus alternatifs pour les communautés locales, comme les producteurs, les agriculteurs, les apiculteurs, les pêcheurs ou encore les guides touristiques. Et plus ces communautés locales auront les incitations et la capacité de conserver la biodiversité. Les premiers secteurs d'intérêt identifiés pour ce programme sont l'agriculture, l'écotourisme, l'éducation environnementale, l'énergie, l'apiculture ou encore l'agroforesterie. Nous ciblons 2 types d'entreprises, les PME et les start-up. Les PME maturent à travers des subventions de contrepartie ou du matching grant, avec une logique de maximisation de leur impact environnemental sur le long terme. Nous finançons avec ces PME des projets et des services d'utilité publique qu'elles n'ont pas vocation à financer sans un appui du secteur public. Par exemple, les infirmeries pour la communauté locale et des systèmes d'irrigation avec Saanal, l'accès à des services de base comme l'éducation ou la formation professionnelle avec Fatel, l'accès à l'énergie avec Tirouvé, le renforcement de capacités de producteurs locaux avec Senteurs et Saveurs du Monde, ou encore l'alimentation. Le deuxième volet concerne les start-up à travers un dispositif d'avance remboursable avec une incubation sur 2 ans au maximum pour les rendre éligibles à un investissement soit de Miaracap, soit d'autres partenaires financiers. Les montants peuvent aller de 5 000 $ à 45 000 $ pour ce deuxième dispositif et près de 24 start-up seront à identifier à travers un processus d'appel d'offres. Je vous invite donc, entrepreneurs, à rester à l'affût de l'appel à projet qui sera publié dans les prochains jours. Plusieurs critères vont conditionner ce financement. Le premier, c'est l'impact sur la conservation et sur les communautés locales, qui passe notamment à travers la protection des aires protégées, la gestion durable des ressources, la création de revenus alternatifs dans les communautés villageoises, la création d'emplois, la sensibilisation ou encore le plaidoyer. Le deuxième critère, c'est la durabilité du projet. L'objectif ici, c'est que chaque projet financé soit viable et continue au-delà du programme. Miaracap, en tant que fonds d'investissement, attache une attention particulière au sujet de rentabilité financière des projets et considère l'entrepreneur, le modèle économique, le potentiel de croissance et la valeur stratégique. Et enfin, le troisième et dernier critère concerne une priorisation des zones géographiques qui possèdent des écosystèmes et des espèces très riches, mais très menacées. Ce projet MITIR a été co-construit avec la contribution de 4 acteurs du secteur privé, qui seront également les premiers bénéficiaires, avec Fatel, une école supérieure spécialisée dans le management du tourisme et de l'hôtellerie, qui a développé depuis 2019 un centre de formation professionnelle sur les métiers de l'hôtellerie destiné à des populations en difficulté dans une des zones les plus menacées de Madagascar, qui est dans le Ménabé, et qui a aujourd'hui l'ambition de le dupliquer à Sainte-Marie. La deuxième entreprise, c'est Tirouvé, le pionnier de l'électrification rurale à Madagascar, avec un modèle constitué exclusivement de la population défavorisée, avec moins de $1 de revenus par jour, à travers un système de franchisés. Tirouvé prévoit également de lancer un système de cuisson éco-responsable. La troisième entreprise, Saanal, ou plus précisément Akiba Lodge, est une entreprise sociale qui a pour vocation de soutenir les communautés locales situées en bordure des aires protégées par l'ONG FANAMP, avec 3 activités:
l'agriculture, la pêche et l'écotourisme. Saanal travaille avec plus de 10 producteurs regroupés dans des associations et des fédérations dans 8 régions de Madagascar. Et la dernière entreprise, Senteur et Saveurs du Monde, qui est le leader de la production et de l'exportation de produits de la ruche. SSM a pour objectif de promouvoir la filière apicole malgache et travaille aujourd'hui avec 350 apiculteurs à Manzakanjin, Manakar et à Fort-Dauphin. Collectivement, ces 4 entreprises vont apporter dans le programme un montant de 5,9 millions de dollars et Miaraka pourra pour mission de mesurer les impacts réels de ces financements. Nous réitérons donc nos remerciements à ces 4 entreprises qui ont largement contribué à la construction de ce programme de Blended Finance que nous allons aujourd'hui étendre sur d'autres entreprises, principalement des start-up. Je vous remercie de votre aimable attention. Cher Emmanuel, cher Kouloun, merci pour cette très belle présentation du programme et on note donc cette opportunité d'accompagnement et de financement dédiée aux PME et aux startups à Madagascar. Maintenant, accueillons chaleureusement le directeur général de l'USAID Madagascar, M. John Dunlop. Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement de Madagascar, Monsieur l'ambassadeur du Royaume-Uni, Mesdames et Messieurs les représentants du corps diplomatique, Monsieur le directeur général de MIRACAP, Mesdames et Messieurs les représentants de sociétés civiles et du secteur privé, chers membres de presse, Mesdames et Messieurs, salam. Merci à tous d'être ici aujourd'hui pour le lancement d'un nouveau programme du gouvernement américain qui aidera à soutenir la croissance des petites et moyennes entreprises à Madagascar. Connu sous le nom de Mitsiri, ce nouveau projet est un exemple de l'engagement des États-Unis à soutenir un environnement commercial plus forte à Madagascar, tout en préservant la biodiversité unique du pays. Mitsiri s'appuie sur ce que nous savons. La conservation réussit lorsque les populations locales en bénéficient et les gens s'épanouissent lorsque leurs paysages s'épanouissent. Cela est particulièrement vrai à Madagascar, dont les ressources naturelles et la biodiversité unique font de ce pays un coin du monde si particulier. En faisant appel au secteur privé, Mitsiri exploitera une force puissante pour la croissance économique, la création d'emplois et la conservation qui investira non seulement dans l'environnement, mais aussi dans les peuples malagasy. Les fonds d'investissement MIRACAP et ses entreprises partenaires seront à la tête de cet effort. Ils s'efforceront d'aider les entreprises du secteur privé engagées dans la préservation de la biodiversité de Madagascar à réaliser des nouveaux investissements en collaboration avec les dirigeants au niveau national, régional et local. Mitsiri permettra aux acteurs privés et publics de jouer un rôle dans le renforcement de l'environnement commercial du pays, tout en développant des entreprises respectueuses de l'environnement. Ces petites et moyennes entreprises fortement engagées dans la préservation de l'environnement aideront les communautés locales où elles opèrent par le biais de l'autonomisation économique
et l'incitation à la préservation des terres. Nous estimons que le financement de 5 millions de dollars de l'USAID permettra de mobiliser 7,4 millions de dollars supplémentaires auprès du secteur privé. Mais pour réussir réellement, il faudra que nous soyons tous impliqués. Les représentants de l'État, les autorités locales, les représentants de la société civile, les acteurs du secteur privé et les citoyens ordinaires doivent se unir pour que l'Alliance Mitsiri construise et soutienne un développement économique inclusif tout en nourrissant et en protégeant l'extraordinaire biodiversité à Madagascar. J'ai de voir ce nouveau partenariat réussir à promouvoir l'émergence de petites et moyennes entreprises plus conscientes des enjeux sociaux et environnementaux. La croissance et l'expansion de ces entreprises soucieuses de l'environnement promettent de renforcer la communauté des affaires de Madagascar et de préserver les écosystèmes uniques du pays. Merci. Misotre Tampoko. Merci pour votre intervention, Monsieur le Directeur général de l'USAID. Thank you. Maintenant, accueillons les prochains orateurs. Monsieur le Directeur du cabinet représentant le ministère de l'Environnement et du Développement durable, Monsieur Mamtin Andiamanzato. Monsieur le représentant du ministère de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation, Monsieur l'ambassadeur de la Grande-Bretagne, Mesdames et Messieurs les représentants des corps diplomatiques, Monsieur le directeur général de l'USAID, Mesdames et Messieurs les représentants des syndicats des industries, honorables invités, Mesdames et Messieurs, tout d'abord, je voudrais présenter mes excuses parce que normalement, j'aurais dû préparer un discours en temps d'un tel événement, mais étant prévenu à la dernière minute, je vais essayer de me débrouiller un peu autant que je peux. Comme nous le savons tous, le secteur privé joue un rôle très important dans le développement d'un pays dans le monde. Il en est de même pour Madagascar. Et le gouvernement malgache a fait de la préservation des ressources naturelles comme un des défis pour promouvoir le pays, et ce, à travers le VILRAN numéro 10, gérer durablement les ressources naturelles de nos pays, auquel s'est engagé le président de la République de Madagascar. En ce qui concerne le ministère de l'Environnement et du Développement durable, depuis plus d'une trentaine d'années, nous avons mis en place et appliqué une politique de gestion des ressources naturelles dans un souci de préservation de la biodiversité, en mettant en place des systèmes d'air protégés d'une part, mais d'autre part aussi en impliquant les communautés locales de base dans la gestion de ces ressources naturelles à travers des mécanismes de transfert de gestion. Toutefois, après 30 années d'application, force est de constater qu'il y a quelque chose qu'il faut redresser. Il y a des acteurs qui n'ont pas été impliqués, notamment le secteur privé, qui est un peu en dehors de tout ce processus. Et c'est vraiment avec un grand plaisir que je participe au lancement de ce programme qui implique un peu plus le secteur privé. Et pas plus tard que la semaine dernière, on était allé à Diego pour voir des réalisations où sont impliquées les communautés locales de base en partenariat avec des
PME et des entreprises en développant des filières telles que le miel, noix de cajou et tout ça. Donc, l'implication de partenariats privés dans la conservation de la biodiversité est vraiment importante. Et c'est vraiment avec un grand plaisir que je vois que, à travers ce programme MITIR qui est lancé aujourd'hui, il y a des financements disponibles et des appuis disponibles pour le secteur privé pour faire avancer les travaux relatifs à la préservation de la biodiversité en les impliquant aussi dans les filières et en les mettant en relation avec les communautés locales de base. Pour terminer mon allocution, parce que je ne me suis pas réellement préparé, je voudrais tout d'abord apporter mes remerciements à l'USAID d'apporter ces financements, ainsi qu'au projet Miaracap, le secteur privé, d'avoir pris cette initiative que nous ne pouvons que supporter. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Monsieur le directeur du cabinet représentant le ministère de l'Environnement et du Développement durable, merci pour votre speech. Accueillons maintenant le conseiller technique chargé du secteur privé représentant le ministère de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation, Monsieur Christian Rasouamanen. Monsieur le directeur de cabinet du ministère de l'Environnement et du Développement durable, Monsieur l'ambassadeur du Royaume-Uni, Mesdames et Messieurs les représentants du corps diplomatique, Monsieur le directeur général de l'USAID, Monsieur le directeur général du Fonds Miaracap, Monsieur le président du CIM, Mesdames et Messieurs les représentants du secteur privé, chers compatriotes, c'est un grand plaisir pour le ministère de l'Industrialisation de venir assister au lancement de ce programme, pas simplement parce que nous sommes en charge du secteur privé, mais pour délivrer un message fort, savoir que le développement du secteur privé est fondamental pour le développement de notre pays, atteindre l'émergence économique voulue par le président de la République. Lorsque j'ai parcouru la présentation de ce programme MITIR, deux choses m'ont interpellé. La première chose, c'est bien sûr l'entrepreneuriat, je ne reviens pas là-dessus, mais cette notion d'impact. Le responsable du ministère de l'Environnement en a parlé tout à l'heure, je ne reviens pas sur la biodiversité, mais je pense que le premier impact que nous devons créer, c'est tout simplement de créer de la richesse. Parce qu'aujourd'hui, avec un PIB qui n'est que de 520 $ par habitant, et nous sommes un des rares pays où ce PIB n'a cessé de diminuer depuis l'indépendance, la raison est simple, c'est que nous ne produisons pas assez à Madagascar. Il faut que nous en ayons conscience. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'industrialisation du pays. Je pense que c'est totalement en lien avec l'objectif de ce fonds MITIR. Pourquoi l'industrialisation? Tout simplement parce que nous devons produire les choses qui nous sont essentielles, à commencer par ce que nous mangeons, à commencer par l'énergie, l'eau. Nous devons transformer aussi toutes les ressources que nous avons à Madagascar pour créer de la valeur ajoutée, pour créer de la richesse. Et nous devons augmenter cette production pour être en capacité ensuite d'exporter. Nous avons tenu, depuis un mois maintenant, 2 semaines de dialogue privé avec le secteur privé, le représentant du CIM est là, pour justement tracer cette voie de l'industrialisation. Et il en est ressorti un modèle d'industrialisation que j'aimerais partager avec vous et que nous tous ici, nous devons véhiculer.
Ce modèle d'industrialisation repose d'abord sur un principe qu'il faut que l'industrialisation soit décentralisée. Très important aujourd'hui. Dans un pays où nos infrastructures sont dans l'état que vous connaissez, on ne peut pas imaginer que les industries soient concentrées dans la capitale. Ce n'est pas possible. Donc il faut décentraliser l'industrialisation pour être plus près des intrants agricoles, des lieux de consommation, et donc pour réduire ces contraintes de logistique et de transport. Ça, c'est un premier principe. Le deuxième principe très important, c'est de faire de l'industrialisation la locomotive de toutes les filières. C'est l'industriel qui peut tirer vers le haut les filières, et non pas l'inverse. Très important ce que je dis là. Et ça implique beaucoup de choses. Pour autant, il est très important que la répartition des rôles entre les différents acteurs soit respectée. L'industriel est là pour transformer, pour trouver les débouchés, et il faut laisser la place aux agriculteurs, dont le rôle est de produire. Et c'est très important ce que je dis là dans le partage de la valeur ajoutée. Vous avez parmi vos partenaires une entreprise qui est pour moi un modèle, qui est l'entreprise Saanal, qui a vraiment fait de ce que je viens de vous dire là un modèle de création de richesse et de partage de valeur ajoutée. Donc très important. Ensuite, mettre en place les modèles d'agrégation contractuelle entre les industriels et les producteurs. Et pour faciliter ça, donc, nous souhaitons justement regrouper, faciliter le regroupement tant d'un côté les agriculteurs dans le cadre de coopératives, c'est aussi le rôle de notre ministère, et de l'autre côté, regrouper aussi les producteurs dans le cadre de centrales d'achat pour faciliter justement ce lien et cette contractualisation entre ces deux bouts de la chaîne. Voilà donc le modèle d'industrialisation que nous souhaitons vulgariser, démocratiser pour lancer véritablement l'industrialisation. Et je pense qu'avec ce programme, nous avons un nouvel outil à disposition qui va nous permettre d'atteindre ces objectifs. Je rappelle qu'en termes d'industrialisation, le sujet n'est pas un sujet de marché, ce n'est pas un sujet de demande, c'est un sujet d'offre à Madagascar. J'en veux pour preuve que, pour ceux qui ne le savent pas, nous continuons encore à importer du riz. Nous importons 500 000 tonnes de riz par an. Nous importons de la farine, 100 000 tonnes par an. Nous importons de l'huile, 60 millions de litres par an. Nous importons du sucre, 150 000 tonnes par an. Et je vous donne un autre chiffre, en termes de produits alimentaires, nous importons pour 600 millions de dollars par an de produits alimentaires. Autant de choses que nous pouvons fabriquer à Madagascar. Et ne me parlez pas de pouvoir d'achat, puisque ce sont de l'argent qui sort de notre poche et que nous donnons aux gens à l'étranger. Donc ce n'est pas un sujet de pouvoir d'achat. C'est un sujet de volonté partagée entre le public et le privé, d'aller véritablement vers ce chemin de l'industrialisation. Nous avons identifié, dans le cadre de ces dialogues, j'aimerais vous le partager parce que c'est important, les filières stratégiques sur lesquelles nous allons concentrer nos efforts. Et je pense que le privé, je crois que le président a parlé tout à l'heure de blended finance, je pense pour avoir cet effet de levier, concentrer justement nos efforts dans ces domaines-là. Donc sans grande surprise, la première de ces filières, c'est la filière agribusiness, qui fait partie de votre plan d'investissement. Donc je ne reviens pas sur les chiffres, juste vous donner un indicateur. Nous n'avons que 1300 entreprises agro-industrielles à Madagascar. 1300, c'est très peu. Donc il y a la place. Donc ça, c'est la première filière. La deuxième filière, sans surprise, c'est la filière textile, dans laquelle nous avons, comme vous le savez, un savoir-faire particulier et un potentiel énorme. Aujourd'hui, Madagascar n'exporte que pour 800 millions de dollars. Nous avons la possibilité d'aller jusqu'à 5 milliards de dollars, voire plus. Et encore une fois, ce n'est pas un sujet
de demande, c'est un sujet d'offre aujourd'hui. Il n'y a pas assez de capacité de production à Madagascar. Et je ne parle pas simplement des entreprises de la zone franche, ce sont aussi les entreprises du marché local qui peuvent être sous-traitants aujourd'hui de toutes ces entreprises franches. La troisième filière, c'est la filière des huiles essentielles que vous connaissez. C'est un secteur aujourd'hui qui fait à peu près, donc essentiellement destiné à l'export, 100 millions de dollars d'exportation. À l'heure où on parle. Je vois le président du GEHM ici que je salue. Et l'objectif est de passer à 1 milliard d'ici 2030. Quelque chose de tout à fait faisable. Donc une opportunité aussi d'affaires pour ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Le quatrième secteur que nous souhaitons privilégier concerne les énergies renouvelables. Je crois que c'est aussi un des domaines dans lesquels vous allez investir. Donc les énergies renouvelables, ce n'est pas simplement le solaire ou les éoliennes, hein. C'est avant tout le développement de deux choses importantes pour nous. Le secteur éthanol, très important. Donc l'éthanol, en fait, permet à la fois de remplacer le charbon de bois. Donc là, le ministère de l'Environnement durable est là pour attester donc l'importance de cette approche, mais aussi le développement de tout ce qui est biogaz, donc la transformation des déchets. Et là, d'ailleurs, dans le cadre d'une économie circulaire, nous avons un potentiel aussi très important en la matière. Et le dernier secteur sur lequel nous allons mettre un accent particulier, c'est le secteur des matériaux de construction, donc en particulier tout ce qui est ciment. Vous savez que notre pays est très riche en matières premières, ça vous le savez tous, mais il faut absolument qu'on le transforme. Nous avons aujourd'hui la possibilité, si je prends l'exemple du ciment, de tout faire à Madagascar. Nous avons le calcaire qu'on peut transformer intégralement en ciment, nous avons le gypse, nous avons l'argile. Nous n'avons besoin d'importer rien du tout. Rien du tout. Nous pouvons tout faire à Madagascar. Voilà donc les 5 filières stratégiques sur lesquelles l'État va concentrer ses efforts. Et je vous annonce quelque chose de nouveau qui n'a pas été fait depuis, c'est que nous allons traduire tout ça dans une loi de programmation industrielle. C'est une première hein, à Madagascar. C'est un accord que nous avons avec le privé. Et donc cette loi de programmation industrielle, nous souhaitons la proposer au Parlement à la session d'octobre, novembre. Quel est l'objectif d'avoir une loi de programmation industrielle? Double. Premier, c'est de rendre, et je pèse mes mots, le processus d'industrialisation irréversible chez nous. Il est très important que le chemin que nous traçons ensemble aujourd'hui soit tracé sur le long terme, parce que le chemin de l'industrialisation est un chemin qui est long. On ne peut pas faire ça en quelques années. Il nous faudra une bonne vingtaine d'années pour développer une vraie industrie à Madagascar. Donc, nous allons fixer des objectifs ensemble. Hein. Donc, il y a un travail là qui va démarrer avec le secteur privé. Je veux vous donner juste un exemple pour illustrer ce que je suis en train de dire, qui est ressorti de notre dialogue public-privé. Nous allons mettre en place, par exemple, des programmes de substitution à terme. Qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, dans le secteur agroalimentaire, j'ai appris que 80%, je dis bien 80% des intrants sont importés. Vous faites du yaourt, 80% sont importés. Nous allons donc fixer une règle simple, que par exemple, hein, on n'a pas encore fixé la date, mais en 2035, ce sera un minimum 70% de contenu local. L'objectif est simple, c'est de donner un message très clair sur le fait que nous avons devant nous, par exemple, 10 ans pour développer les filières agricoles qui vont bien, pour faire en sorte que le contenu de nos produits transformés à Madagascar soit majoritairement fait à Madagascar. Ça, donc, c'est le premier objectif de cette loi. Deuxième objectif, c'est la cohérence de la politique de l'État, très important aujourd'hui. Je vous parlais tout à l'heure de l'industrialisation comme locomotive de la filière. Et là, ça prend tout son sens. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on fixe ces objectifs, la politique de l'État, dans son ensemble, doit être cohérente,
que ce soit la politique économique ou fiscale que l'État va mettre en place, par exemple pour limiter des importations ou favoriser tel secteur, pour la politique agricole. Aujourd'hui, vous savez que si on prend l'exemple de la farine que fait LMOI à Tamatave est en grande partie due à des blés que nous importons. Donc demain, si on veut développer la farine de manioc, il faudra multiplier de manière très importante la production de manioc à Madagascar. Si on veut faire de l'éthanol, on va devoir multiplier la production de manioc à Madagascar. Et je prends l'exemple du manioc, pas tout à fait par hasard, parce que c'est quelque chose qui pousse partout et qui n'a pas besoin de beaucoup d'eau. Donc voilà, le deuxième objectif, c'est de faire en sorte que la politique de l'État soit cohérente dans son ensemble pour atteindre cet objectif d'industrialisation. Voilà, j'ai été un peu long, mais je crois que c'était important de partager avec vous vraiment la manière dont le gouvernement aujourd'hui, et en particulier le ministère de l'Industrialisation, voit cette vision vers cette industrialisation. Je répète, c'est quelque chose qui prendra du temps, qui nécessitera l'implication de tous, et je me réjouis vraiment de cette initiative de MITSIR. D'ailleurs, j'y vois un clin d'œil, MITSIR, parce que MITSIR, ça veut dire pousser en malgache. Et pour ceux qui suivent un peu ce ministère, nous avons lancé un programme qui s'appelle Tankets Industrial, qui veut dire zone pépinière industrielle. Et pépinière, ça veut dire faire pousser les entreprises. L'objectif, c'est vraiment permettez-moi de tenir ce terme, de créer une nouvelle race industrielle à Madagascar. Il faut créer une nouvelle race industrielle qui seront les locomotives de la croissance. Donc un petit mot juste sur la zone pépinière, parce que c'est important que vous saviez tout ça. Hein. Je crois que une des raisons pour lesquelles aussi on est ici, et qu'on ne fait pas assez, moi je le reconnais, c'est partager les informations. Vous avez besoin de savoir ce qui existe, les programmes qui existent, pour que vous puissiez en tirer parti. L'État n'a aucun intérêt à garder ces informations pour lui-même. Donc la zone pépinière industrielle, juste pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un mini parc industriel, donc d'1 hectare environ, que le ministère aujourd'hui ambitionne de positionner à peu près dans tout Madagascar, à commencer par les 23 districts. Donc ce sont des zones qu'on va aménager, sur lesquelles il y aura l'accès à l'eau et à l'électricité, un certain nombre d'infrastructures, donc des magasins de stockage par exemple pour les récoltes, et qui seront donc mis ensuite à la location des opérateurs qui viendront transformer les intrants sur les zones dont on parle. Nous en avons déjà aujourd'hui préinstallé 2. Le premier est un Bad Finanjal, donc ça c'est en région. Et la première unité que nous avons posée, c'est une unité de production d'huile à base d'arachide. Et je vous ai annoncé le prix de sortie, parce que c'est important pour vous, 4000 ariars le litre. Ça fait rêver, hein? 4000 ariars le litre. Donc, ça aussi, c'est notre message. L'industrialisation, OK, nécessite des moyens, mais on peut faire de l'industrialisation à petite échelle à Madagascar, surtout l'industrialisation décentralisée. Donc, si vous souhaitez avoir des informations, je suis disponible après pour partager ces zones pépinières industrielles. Et un dernier mot sur le financement, parce que c'est quand même le nerf de la guerre. 2 initiatives que nous allons prendre. Le premier, c'est que nous sommes en train de finaliser tous les textes qui vont permettre de booster le crédit bail à Madagascar. Le crédit bail, pour ceux qui ne connaissent pas, est une technique de financement qui permet d'éviter à mettre des garanties, voire des fonds propres, parce que c'est la banque qui achète l'équipement, et donc à partir du moment où la banque est propriétaire, elle demande moins de garanties. Ça ne veut pas dire qu'elle n'en demandera pas du tout, mais en tout cas, ça permettra de booster réellement l'acquisition d'équipements industriels. Donc, tous ces textes actuellement ont été identifiés. Nous espérons boucler ça d'ici fin juin, et espérons que les banques avec qui on va discuter par la suite vont s'engager massivement à développer ce crédit bail. Donc ça, c'est la première chose. Le deuxième instrument
sur lequel nous travaillons et nous espérons qu'il sera opérationnel d'ici la fin de l'année, c'est la mise en place du Fonds national de développement industriel, FNDI. Donc c'est un fonds qui est déjà prévu par la loi sur le développement industriel de Madagascar, mais donc qui attend d'être structuré. Et ce sera, pour reprendre votre terme, Monsieur le Directeur Général, un fonds blinded dans lequel l'État mettra de l'argent, mais on exigera qu'il y ait un effet de levier de la part des banques et des partenaires privés pour avoir de l'impact sur ce Fonds national de développement industriel. Et ce sera donc un fonds qui sera disponible pour tous, pour justement aider dans l'industrialisation. Voilà. Pour terminer, je souhaite une très longue vie au programme MITSIR pour qu'il puisse se développer, ne pas s'arrêter à 12,5 millions, mais qu'il y aura des petits derrière. Et sachez que l'État est derrière vous pour appuyer, pour que nous puissions travailler ensemble afin d'en faire en sorte que le développement de notre beau pays soit enfin une réalité. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le conseiller technique chargé du secteur privé, pour votre speech, pour votre soutien et surtout pour votre partage. Chers entrepreneurs, j'espère que vous avez bien noté. Hein, il y a eu du soupape là. Hein. Donc maintenant, enchaînons avec le panel de discussion qui sera animé par Monsieur le directeur général, Monsieur Emmanuel Kotsoyanis, sur l'environnement des affaires à Madagascar. Et j'invite aussi nos panélistes à prendre place, s'il vous plaît. Le directeur du Bureau pour l'environnement et le développement économique de l'USAID, Madame Agathe Sector. Le directeur général par intérim de l'EDBM, Madame Lisnian Razavandjakout. Le DG de Senteurs et Saveurs du Monde, Madame Laura Razanazatou. Et le DG de Vatel Madagascar, Monsieur Falier Ramakavilu. Place à présent aux entrepreneurs et aux institutions qui les soutiennent, au premier rang desquels, bien évidemment, le DBM, l'Economic Development Board of Madagascar, et USAID, puisqu'aujourd'hui on est sur un programme financé et accompagné par USAID. On a beaucoup parlé d'entrepreneuriat aujourd'hui, et enfin, on a commencé à parler d'entrepreneuriat, on a commencé à le faire de manière théorique. Ce qu'on voulait maintenant, c'était rentrer dans le dur avec ces entrepreneurs, en commençant peut-être par l'organisme à Madagascar qui est la porte d'entrée des entrepreneurs, qui est l'organisme facilitateur des stratégies de création et de développement d'entreprise, qui est l'Economic Development Board of Madagascar. Donc ma première question sera pour Madame Lisiana Razafindjakout. Alors, je sais que le partage d'informations, comme Monsieur le conseiller technique tout à l'heure le disait, est fondamental. Et je sais qu'il y a énormément d'informations à présenter sur les DBM parce que vous faites beaucoup de choses. Ceci étant, comme le temps nous est compté, plutôt que de vous demander de nous faire une présentation complète qui, je suis sûr, passionnera tout le monde de l'EDBM, moi j'aimerais rentrer dans le vif et vous demander aujourd'hui quelles sont les mesures incitatives mises en place par l'EDBM pour favoriser l'entrepreneuriat à Madagascar, et lesquelles de ces mesures peuvent permettre de développer plus spécifiquement et d'accompagner plus spécifiquement l'entrepreneuriat à impact, et notamment celui sur l'environnement. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci pour la question. Donc, effectivement, quelles sont les mesures incitatives qui sont mises en place par EDBM pour faciliter tout ce qui est entrepreneuriat?
Je vais parler dans un premier temps, je vais essayer de ne pas rentrer du tout dans ce qui est incitation fiscale. Pourquoi? Parce que c'est un sujet qui est très large et qu'on peut avoir la possibilité de vous partager ce qu'il y a au niveau fiscalité, mais aussi et surtout parce que je considère que la fiscalité ne doit pas être la seule incitation pour entreprendre et pour se formaliser. Et qu'il faut désormais pour nous voir au-delà de toutes ces incitations fiscales et vraiment aller vers le fond du sujet. Qu'est-ce qui doit nous pousser à nous formaliser et à entreprendre? Donc, le premier projet sur lequel on travaille depuis en fait 2 ans maintenant, c'est la digitalisation de la création d'entreprises, qui va permettre de faciliter tout ce qui est formalisation et création de sociétés à Madagascar. Donc, on a commencé ce projet en fin 2020 avec l'appui du groupe de la Banque mondiale à travers le projet Prodigy. Et on a eu plus tard aussi un appui de l'Union européenne à travers le projet Climinvest pour le même projet. Donc la première phase de ce projet a consisté en la mise en place d'une plateforme, un site web à vocation purement pédagogique. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte qu'il fallait commencer dès la base et qu'il y avait déjà beaucoup de questionnements au niveau de l'entrepreneur sur quel statut juridique, pourquoi il doit se formaliser, quelles sont les procédures, et tout ça avant de franchir le pas de la formalisation. Donc cette première phase, on l'a lancée en décembre 2020, janvier 2021, avec donc ce site web à vocation purement pédagogique. Ensuite, on a lancé l'itération 2 du même projet au mois d'avril 2021, en pleine crise Covid, où donc les gens avaient la possibilité de soumettre en ligne toute la documentation nécessaire pour la création de sociétés. Et là, c'était vraiment une phase de test pour nous parce que ça nous permettait de voir si on y arrivait et ça permettait aussi de sonder si le secteur privé en face, en fait, si ça prenait, s'il y avait de la volonté de faire le process en ligne. Et ça a été positif. Et en octobre 2021, donc tout récemment, il y a 6 mois, on a lancé l'itération 3 du même projet qui consiste non seulement à la soumission en ligne de toute la documentation pour la création d'entreprise, mais également tout le traitement back-office qui est en ligne au niveau de l'EDPM, donc avec plusieurs administrations qui sont concernées. Donc on a le registre du commerce, on a les impôts, on a l'INSTAT, et tous y sont au sein de l'EDPM, et tout le traitement back-office est également fait en ligne. Jusqu'ici, ça se passe très bien. On a d'autres innovations qui sont en cours, comme le paiement en ligne via Mobile Money. On est en phase de test actuellement, donc après les tests, on va boucler en fait les conventions avec les différents opérateurs téléphoniques et on va pouvoir mettre ça en ligne également. Sinon, des points très importants qui vont suivre tout cela, c'est le déploiement de ce système en province, puisque là, aujourd'hui, on n'est que sur Tana et on planifie cette année de faire au moins 4 régions. Donc, de déployer toute cette procédure en ligne-là au niveau de 4 régions jusqu'à la fin de l'année. Et ça, c'est très important parce qu'on se rapproche des régions et des opérateurs en région. Et sur ce volet-là, on a une collaboration avec la Fédération des chambres de commerce et d'industrie de Madagascar qui a été signée en 2020. Et là où on va collaborer avec les chambres de commerce au niveau des régions, justement pour être de plus en plus proche en fait des entrepreneurs et des start-upers des régions. Donc ça, je pense au niveau de l'EDPM, c'est quand même un projet qui est phare en termes de facilitation. Au-delà de l'EDPM, je pense qu'il faut considérer certaines initiatives du secteur public comme étant de véritables incitations, pour ne parler que des projets qui ont été cités par mon collègue Christian tout à l'heure, de tout ce qui est pépinière industrielle, mais également d'autres projets, à l'instar d'un projet qui est actuellement en vogue au niveau du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, justement pour pousser l'entrepreneuriat dans l'agribusiness. Et tout ça, en fait, l'ensemble, conjointement, va faire en sorte que nos entrepreneurs à nous vont être de plus en plus confiants pour se lancer et que les procédures vont être de plus en plus facilitées, justement, dans ce sens-là. Emmanuel, j'espère avoir répondu à ta question. Et sur l'environnement? Pardon? Et sur l'environnement? Non, pas juste l'environnement des affaires, oui, mais sur l'environnement.
Oui, alors effectivement, c'est un point très important également pour les DBM. Pourquoi? Parce que en tant qu'agence de promotion des investissements, on veut attirer des investissements, qu'ils soient nationaux ou étrangers. Mais il est clair qu'on veut attirer les meilleurs. Donc pas seulement ceux qui auront un impact économique, mais aussi et surtout ceux qui vont avoir un impact positif à la fois sur l'environnement et les communautés locales. Et sur ce point, on travaille en étroite collaboration avec, par exemple, l'USAID, qui sont aujourd'hui la vedette un peu. On travaille avec l'USAID sur la réflexion pour la mise en place d'un cadre juridique pour l'entrepreneuriat social, donc avec l'EMICC également, qui je pense est le lead de ce projet. On travaille également sur d'autres initiatives comme l'étude qui a été récemment lancée sur les meilleures pratiques en matière de RSE et qui va aboutir dans une deuxième phase à la mise en place d'une stratégie nationale en matière de RSE. Et voilà, et tout ça, en fait, on accompagne aussi les entreprises qui viennent se manifester, qui viennent nous contacter justement dans cette démarche vraiment de RSE et justement à avoir beaucoup plus cet impact au niveau de l'environnement et des communautés locales. Et pour ça, on a un investment manager qui est focalisé sur l'entrepreneuriat, les PME et les RSE. Voilà, merci. Merci beaucoup, Lisiane. Je retiens les termes de facilitation, de proximité, de confiance, qui sont des choses dont les entreprises ont grandement besoin. Moi, en tant qu'entrepreneur, je peux témoigner qu'on va probablement pas assez souvent à l'EDBM, on va pas assez souvent consulter leur site, on va pas assez souvent voir ce qu'ils font. Il y a beaucoup de choses. On a à Madagascar un cadre, un point d'entrée unique pour les entrepreneurs et de dialogue avec l'administration qui n'existe pas dans tous les pays d'Afrique et qui fonctionne bien. Alors, si l'existence de séances de partage comme aujourd'hui permettent de le rappeler, je crois que ça sera déjà ça de fait. Donc voilà, évidemment, on ne pourra pas répondre à toutes les questions en 5 minutes, mais en tout cas, allez-y. On va passer aux entrepreneurs. Et je crois qu'on va commencer par Laura Razana Zatouv, qui est la directrice générale de la société Saveurs et Senteurs de Madagascar. On a parlé d'entrepreneuriat, de biodiversité. Franchement, c'est pas évident. C'est pas évident de mettre le doigt sur le rôle de l'entreprise et de l'entrepreneur dans la conservation de la biodiversité. On a même parfois tendance à imaginer que les rapports vont plutôt dans le sens d'un impact négatif quand on parle de nécessité de se baser sur des énergies fossiles, quand on parle de transport, quand on parle de logistique, quand on parle de process de transformation. Et pourtant, il existe des entreprises qui ont des impacts positifs intrinsèques au cœur de leur modèle économique. SSM en fait partie. Vous pouvez nous raconter un peu ça, Laura ? Oui, merci. Bonjour à tous. Donc SSM, Ilanga Nature, on a commencé il y a plus de 5 ans. Et l'objectif principal, c'est vraiment la relance de l'apiculture. Donc, c'est un travail de fond avec les producteurs. C'est un accompagnement tout au long de l'année par les formations, l'encadrement technique, la mise à disposition de ruches pour augmenter leur capacité de production. Et c'est ce travail de fond qui a permis d'accéder à un meilleur marché, à l'exportation, et qui bénéficie directement à ces producteurs. Donc, le développement de l'apiculture, finalement, le lien avec la biodiversité, il devient assez évident. Le développement de l'apiculture, c'est l'implantation de davantage de ruches. Et par le modèle qu'on a pu développer avec les producteurs, une activité rentable, durable, ils voient qu'il y a une perspective de développement. Donc, ça les sensibilise aussi au problème de la déforestation, à la protection des forêts. Donc ça sensibilise la population locale au problème de l'environnement. Et implanter davantage de ruches, c'est aussi contribuer à la protection des abeilles, dont la survie est une menace au niveau mondial. Je pense que nous savons tous son rôle crucial dans la biodiversité. L'abeille pollinise plus de 80% des plantes, donc c'est un point essentiel de continuer à préserver et essayer de développer la population des abeilles.
Toujours en faveur de la biodiversité, ce que nous faisons aussi, c'est le reboisement des plantes mellifères, l'application d'une apiculture biologique. Donc, on essaye d'appliquer les bonnes pratiques d'une apiculture raisonnée, durable. Et progressivement, nous sommes en train de certifier l'ensemble de nos ruchers bio. Et enfin, justement, dans le cadre de ce projet, MITIR, c'est l'implantation de ruches sur des barges flottantes sur le canal des Pangalanes, donc pour pouvoir accéder aux zones les plus reculées du canal. Donc c'est vraiment le cœur même de notre modèle, c'est la préservation de la biodiversité. Voilà, merci. Merci Laura. Et pour poursuivre, est-ce que vous pourriez nous expliquer finalement en quoi va consister le programme MITIR pour vous et qu'est-ce que vous allez pouvoir faire grâce à ce programme que vous n'auriez pas pu faire autrement par vous-même? Alors, actuellement, nous, Ilanga Nature, nous travaillons avec plus de 350 apiculteurs. Et l'objectif de ce projet MITIR, c'est d'augmenter ces bénéficiaires producteurs qui travaillent directement avec nous. Donc, continuer cet accompagnement qu'on n'aurait pas pu faire seul, faute de moyens financiers. Ça fait quand même 4 ans qu'on a développé ça tout seul sur fonds propres. Donc, c'est un appui qui permet d'augmenter le nombre de bénéficiaires, d'augmenter la capacité de production de tous les bénéficiaires et ce projet de construction d'une 3e miellerie aussi dans la région Anous, à Fort-Dauphin, où il y a un fort potentiel sur l'apiculture, où nous travaillons déjà, mais on va donc construire cette 3e miellerie pour professionnaliser davantage. Et donc, comme je disais, le projet sur le canal des Pangalanes. Je pense que nous n'aurions pas pu faire ça sans le projet MITIR, justement. Merci. Merci Laura. J'ai entendu les mots de relance d'un secteur. On le sait tous, ce n'est pas SSM qui a inventé l'apiculture à Madagascar. Il y a eu beaucoup de tentatives de développement de ce secteur et on espère que cette fois-ci, vous ferez partie des acteurs qui feront que ce sera la bonne. Je note aussi que l'appui, plus particulièrement pour SSM, se focalise sur le core business. Et en fait, c'est parce que le core business de cette entreprise est vertueux en matière environnementale qu'en élevant le niveau de ce core business, on pourra produire des impacts. Et ça, je crois que c'est vraiment une des approches qu'on va privilégier dans le cadre de ce programme, qui est d'aider les entreprises à devenir plus grosses et plus performantes dans leur métier, à condition, bien entendu, que ce métier ait des impacts positifs sur l'environnement et les filières amont. Voilà pour le miel. Il est temps de parler de peut-être ce qui fait la grandeur d'une nation, qui est son éducation, sans laquelle il serait difficile de se projeter à long terme dans des modèles de développement durable. Donc je suis ravi de laisser la parole à Falier Ramakavel, le directeur général et le fondateur de Vatel Madagascar, pour lui demander 2 choses. Évidemment, une première question sur Vatel, sur son activité, sur son modèle, sur les liens entre l'éducation et la conservation. Et puis, je le sais, il sera important aussi, enfin non, il sera difficile pour Falier de ne pas nous parler de son expérience d'entrepreneur et de nous donner quelques feedbacks ressentis sur les contraintes de l'entrepreneuriat à Madagascar, de son point de vue, et sur les freins qui pourraient permettre, sur les leviers qui pourraient permettre de lever certaines de ces contraintes. Merci Emmanuel. Je vais présenter assez rapidement Vatel. Vatel, donc, c'est une entreprise, une école française créée en France en 1981. Et aujourd'hui, on a à peu près 50 campus dans 33 pays qui sont pour la plupart des franchises. Donc, je représente la franchise de Vatel à Madagascar depuis 2014. Donc, ça fait depuis pratiquement 8 ans que nous sommes dans l'enseignement supérieur et nous formons en fait des jeunes qui ont le bac pour obtenir le diplôme de bachelor et de master en management hôtelier. Donc on forme les futurs dirigeants de l'hôtellerie et de la restauration de demain. Mais bon, c'est aussi un business school, donc nos étudiants peuvent, s'ils le souhaitent, partir aussi dans l'industrie ou dans d'autres secteurs à des métiers de management.
Et nous avons développé petit à petit, depuis pratiquement 3 ans maintenant, dans le cadre de notre RSE, justement, des centres de formation professionnelle gratuits, à commencer par Mourndave, pour permettre, au départ, c'est pour les jeunes filles en difficulté, c'est-à-dire des mamans avec enfants sans papa, sans travail. Et donc, on les avait aidés à trouver, enfin, d'abord à former pendant 3 mois, à être serveuse, femme de chambre, cuisinière. Et ensuite, on les plaçait en stage dans les hôtels à Mourndave pour trouver du travail ensuite. Et là, on a pas mal, ça fait 2 ans, on a formé à peu près 140 personnes. Et les 140 personnes, bon, il y a eu le Covid, hein, tout le monde n'a pas pu être placé, mais là, ça repart. Et donc, de plus en plus, l'hôtellerie à Mourndave embauche nos étudiants. Donc, le projet MITIR permet à nos étudiants, permet à cette école à Mourndave de continuer son activité, de former les personnes. Et on sait que plus on formera des personnes, plus ils auront des revenus. Parce qu'on ne forme pas que les gens de Mourndave, on forme des gens de Bécou, on forme des gens dans toute la région de Ménabé. Et donc, on sait très bien qu'il y a un lien direct entre revenus et préservation de l'environnement. Quand les gens ont des revenus supplémentaires, eh ben, ils protègent un peu plus l'environnement, ne serait-ce que par le fait de ne pas couper le bois, par le fait de ne pas utiliser l'environnement pour avoir des revenus de substitution. Et pour ce faire, on travaille beaucoup justement avec le ministère de l'Environnement, puisque c'est dans le site de CNFRF qu'on a notre école. Et puis, comme c'est une expérience qui a bien marché, on va implanter une deuxième école à Sainte-Marie. Et donc là aussi, c'est en partenariat avec MITIR qu'on va faire exactement le même modèle, former des gens dans l'hôtellerie et la restauration pour permettre d'abord au tourisme de Sainte-Marie de se développer. Et quand le tourisme se développe, surtout l'écotourisme, on peut donner des revenus de substitution et donc protéger ainsi l'environnement. Troisième volet, on est aujourd'hui la seule école de Vatel à proposer un MBA en écotourisme. Et donc nous avons des étudiants de France, là on a accueilli encore 7 personnes qui viennent faire leur MBA à Madagascar. Alors pourquoi l'écotourisme? Je pense que c'est très logique pour tout le monde, c'est pour pouvoir protéger l'environnement. Et donc le fonds MITIR va nous permettre d'améliorer la qualité de notre enseignement dans le sens où on va organiser des conférences beaucoup plus élargies à un large public, justement pour sensibiliser vraiment le plus grand nombre, d'une part à l'écotourisme, parce que c'est un moyen important, mais aussi d'une manière générale à l'environnement. Donc ça va nous permettre d'organiser des conférences, de faire l'édition de livres aussi, pour vulgariser encore un peu plus tous les points importants de l'écotourisme. Voilà, je pense, notre contribution et puis notre histoire un peu. Si vous avez des questions après, je peux répondre un peu plus en profondeur. Alors maintenant, en tant qu'entrepreneur, l'environnement des affaires, pour l'instant, ça va. On n'a pas trop de problèmes. Moi, je trouve qu'on a bien travaillé avec Miracap. Au-delà du fait d'apporter des fonds, ils apportent beaucoup en termes de gouvernance, en termes d'appui. C'est grâce à eux qu'on a pu faire ce projet. En termes de réseau aussi, parce qu'ils ont un réseau qui nous permet d'avoir un peu des contacts avec beaucoup plus de gens. Au niveau du gouvernement, on n'a pas trop de soucis. Il y en a toujours un peu, mais pas beaucoup. Mais je pense que ça va, l'environnement des affaires. Pour nous, en fait, l'environnement des affaires, c'est 2 choses. Je me rappelle quand le président de la Banque mondiale était venu ici, on était à peu près 10 entrepreneurs, 10 chefs d'entreprise qu'il avait invités pour justement discuter des environnements des affaires. Et il en est ressorti des discussions qu'il y avait vraiment 2 priorités pour avoir un bon environnement des affaires. Un, c'est la lutte contre la corruption. Donc ça, je pense que c'est en train de se faire. Et puis 2, c'est l'éducation. Et nous, on est dedans. Et donc, plus on reçoit des appuis et des aides, et plus on a d'acteurs, on va dire, performants dans le secteur pour former nos jeunes malgaches, je crois que
plus on va aider les industriels, parce qu'il n'y a pas d'industrie sans personnes formées. Hein, donc, on est vraiment désireux d'aider à tous les secteurs de se développer et de faire ainsi contribuer à avoir un secteur de l'éducation et supérieure et éducation professionnelle, parce qu'on est maintenant dans les deux. On est à la fois dans l'enseignement supérieur et dans la formation professionnelle, à voir ces deux secteurs-là performantes pour aider au développement du pays. Merci. Merci beaucoup, Fall, et merci d'avoir expliqué le modèle de de Vatel, désolé. On a un entrepreneur content de ses relations avec l'administration, c'est formidable, et de l'environnement des affaires. Je retiens quelque chose qui est clair et dont on est, nous aussi, porte-voix. En fait, le plus dur, c'est probablement de se formaliser. Et en ce sens, le travail de l'EDBM est salutaire. Et ensuite, pour les entreprises formelles, d'arriver à prendre les règles du jeu, d'évolution dans un cadre formel. Et dès lors, il existe un environnement qui leur permet de se développer. Probablement améliorable quand même. Très bien. Bon, je vais laisser le mot de la fin et il n'aura pas besoin d'être extrêmement bref. Hein. Je vais laisser le mot de la fin à Agathe Sector, qui est donc la responsable des relations avec le secteur privé et des sujets environnementaux chez USAID, et avec qui, alors que je remercie très chaleureusement de sa présence, de sa confiance, du travail qu'elle a fourni ces 19 ou 20 derniers mois, qui ont démarré en mars 2020, au début de la crise Covid, parce qu'il fallait bien faire quelque chose. Alors on s'est appelé et on a réactivé le travail de co-construction de ce programme. Peut-être avant, Agathe, de te demander quelles sont, selon toi et sous l'angle du USAID, les contraintes et les opportunités que vous identifiez pour les entreprises qui œuvrent dans l'environnement à Madagascar. Peut-être si tu voulais nous donner un peu de perspective sur le travail qu'on a fourni ces 2 dernières années et les raisons qui vous ont motivé à co-créer ce programme avec nous. Merci Emmanuel. Bonjour à tout le monde. Je suis très très contente d'être ici aujourd'hui parce que, comme ça a été déjà mentionné, ça a pris un peu de temps pour arriver à ce point-là. Mais ce qui nous a motivés, c'est qu'on voit très souvent que le secteur privé est là pour une période beaucoup plus longue. Cette approche marché, ils sont là pour le long terme, du moins qu'il y a un profit à tirer. Et l'approche des bailleurs de fonds, c'est souvent une approche plutôt projet, un projet de 5 ans qui, une fois que c'est fini, il n'y a plus de financement. Et donc, on voit qu'il y a un déficit un peu dans cette approche projet, parce que les communautés, les entreprises, nos partenaires ont souvent besoin plus que 5 ans d'assistance et de financement. Et donc, on voit de plus en plus, et USAID a cette politique et cette stratégie d'engager avec le secteur privé, de travailler avec le secteur privé, parce qu'on voit que quand on a des partenariats avec des entreprises responsables qui ont des approches de longue durée et une approche de pérennisation, on a des meilleurs résultats. Et donc, avec Miracap, ce qu'on a vu, on a vu ce côté de manque de financement pour les petites et moyennes entreprises. Non seulement le financement, mais aussi cette assistance sur le long terme, de les aider à avoir une vision, une stratégie de croissance, les aider à se formaliser et aussi comment opérationnaliser cette vision, cette stratégie, etc. Et on s'est dit que ça a plus de sens que ce soit le secteur privé qui aide le secteur privé, alors que souvent on travaille plus avec des ONG qui n'ont pas forcément ces mêmes compétences. Donc quand on a vu qu'il y avait un fonds d'investissement d'impact, on a vu qu'il y avait des opportunités ici à Madagascar. On a fait quand même un appel d'offres pour voir plusieurs qui étaient dans le marché, si on peut le dire,
pour faire des partenariats publics-privés avec USAID. Et Miracap a soumis une excellente note conceptuelle. Mais ça, c'était vraiment juste le début. Après, il fallait co-créer cette activité, ce projet. Merci beaucoup, Agathe. Et du coup, pour vous, les contraintes et les opportunités que vous identifiez pour les entreprises qui œuvrent dans l'environnement à Madagascar? Oui, merci pour la question. Je pense que Madagascar a un avantage très important dans le monde entier. Madagascar est reconnu déjà par la qualité des produits dans le textile, par exemple, la qualité de son tourisme. Vous êtes déjà connu dans le marché et il y a déjà cette idée que, par exemple, le chocolat, première au monde, ça vient de Madagascar. Qualité. Vanille, même chose. Donc vous êtes déjà à un niveau beaucoup plus avancé que d'autres pays dans la région, je dirais, pour certains produits. Mais vraiment, ce label de qualité, de bio, de ressources naturelles est déjà là. Donc ça, c'est vraiment une très, très grande opportunité pour les entreprises à Madagascar à l'échelle internationale, au niveau international. Maintenant, ce côté environnement rentre dedans parce que le marché international, de plus en plus, la demande veut des produits bio, des produits qui sont créés, produits durablement, éthiquement, qui a ce côté social et environnemental. Donc déjà, la demande est là, je suis entièrement d'accord avec le conseiller technique du ministère d'industrialisation. Ce n'est pas la demande qui manque, c'est l'offre. Et maintenant, l'offre à Madagascar, comme j'ai dit, il y a déjà beaucoup d'opportunités, beaucoup de filières qui marchent déjà. Mais là où c'est un peu plus difficile, c'est que quand il y a des sociétés responsables qui veulent faire les choses d'une façon bien au niveau environnement ou social ou les deux, au fait, ils doivent payer plus que ceux qui ne le font pas. Ce principe de pollueur-payeur, au fait, ici, c'est un peu le contraire. Celui qui ne pollue pas paye plus parce qu'il doit récolter les déchets, payer pour assurer que l'environnement et les ressources naturelles sont gérées d'une façon durable et avec un impact positif. Et ce qu'on voit dans le marché ici à Madagascar, on travaille avec beaucoup d'entreprises et dans le secteur énergie ou secteur aquacole ou vanille, cacao, tout ça. Il y a des acteurs qui ne suivent pas les règles, pas du tout. Ça ne les intéresse pas, ils veulent juste faire du profit. Et c'est pour ça que la corruption existe, parce que c'est moins cher de détourner, de ne pas suivre les lois, mais de payer quelque chose à côté, que de vraiment faire les choses d'une façon durable et responsable. Et donc c'est là où je ne dirais pas qu'il faut toujours avoir des incitations fiscales, mais l'application des lois est très très importante, d'une façon vraiment égale sur tous les acteurs. Et ceux qui ne font pas les choses, qui ne suivent pas les lois établies ici à Madagascar, ne devraient pas avoir leur licence. Pourquoi est-ce qu'on a vu, il n'y a pas longtemps à Tuléar, des cas où des gens sont, ou à Menabé, à Morundava, les gens sont, on les attrape en faisant quelque chose d'illégal, et l'année prochaine, ils sont là encore, et il n'y a pas de sanction, il n'y a pas de leur licence, ils ont toujours leur licence de collecte ou d'autres choses. Donc c'est là où je trouve que c'est un environnement assez difficile pour ceux qui veulent vraiment faire les choses d'une manière responsable et avec ce côté environnemental. Mais en même temps, je dirais que je suis plutôt optimiste quand j'entends que le gouvernement veut vraiment soutenir le secteur privé et met en place
des équipements ou des politiques qui favorisent le secteur privé. Donc de ce côté-là, je crois que je suis un peu plus optimiste peut-être que j'étais avant. Et aussi, je vois qu'on a des très bons partenariats avec le secteur privé. Donc ça aussi, je suis optimiste par rapport à ça. Et je salue vraiment les efforts de ces secteurs privés responsables qui veulent vraiment avancer le pays d'une façon durable. Merci. Merci beaucoup Agathe pour ces mots francs qui feront office de conclusion et qui insistent, je crois, sur... Enfin, ce terme m'a frappé et c'est vrai qu'on le vit, c'est plus dur et plus cher de faire les choses bien, de les faire dans les règles. Et donc finalement, il est tout à fait légitime que des dispositifs de financement et d'accompagnement privilégient de manière claire et non ambiguë des entreprises qui vont dans ce sens-là. Je crois que c'est un petit peu le terme de ce qu'on essaye de faire. Et tout à l'heure, on échangeait avec monsieur le directeur général de USAID et Agathe. Et je vais me permettre d'ajouter peut-être le mot du gestionnaire de ce programme. On se disait que, bon, alors 12,5 millions, ça paraît une enveloppe monstrueuse et je sais qu'elle fera des déçus. Bon, déjà, c'est que 5, hein, parce que les 7,5 sont apportés par le secteur privé, donc c'est 5 millions de financement qui devront produire 7,5 de cofinancement par le secteur privé. Mais il nous semble que si ce dispositif ne consiste que à accompagner et à financer des entrepreneurs, y compris en région, et qui ne va pas avec un package de proximité, de facilitation et de bienveillance de la part des administrations, alors on n'aura pas complètement réussi notre mission. Et c'est en ce sens que je pense qu'on va très rapidement se rapprocher, bien entendu, de vos administrations pour s'assurer que ce programme se fasse dans un cadre qui permet aux entreprises d'atteindre et leurs objectifs business et leurs objectifs environnementaux et leurs objectifs sociaux, bien entendu. Alors, on me faisait signe sur le fait que on n'avait pas forcément prévu de séance de questions-réponses. Il y a un cocktail qui nous permettra de largement échanger. On a beaucoup parlé. Je propose, si vous en êtes d'accord, quand même de laisser la place à 3 ou 4 questions ou commentaires sur un temps de 10 minutes et nous forcer à y répondre rapidement, si vous le voulez bien. Voilà, je pense que c'est la moindre des choses. Merci de m'avoir donné la parole. Je voudrais profiter de la présence de tous ces opérateurs pour passer des informations cruciales parce qu'en fait, il y a des opportunités. Et c'est malheureux de ne pas les saisir en termes d'activité pour toutes ces PME à impact positif. Comme vous le savez, le changement climatique est maintenant un problème d'ordre mondial. Et pas plus tard qu'il y a un mois, on vient de nous informer parce qu'on vient juste d'atterrir au niveau du ministère, qu'au niveau de l'océan Indien, il y a vraiment des financements disponibles sur les projets en termes de changement climatique. Et là,